expulsé à l'adolescence à cause de fausses rumeurs. Répandu par ma sœur des années plus tard, mes parents voient mon succès et exigent de l'argent, malgré leur abandon quand je grandissais. Avoir une sœur jumelle aurait dû être comme avoir une alliée pour la vie, quelqu'un avec qui partager chaque triomphe et défi. Mais pour moi, c'était plutôt comme vivre dans l'ombre de quelqu'un qui était toujours sous les projecteurs. Dès le début, il était clair qui était l'enfant chéri et qui ne l'était pas. Ma sœur, Maddy, était tout ce que mes parents voulaient chez un enfant, studieuse, sérieuse au sujet de son avenir, et le reflet de leurs propres aspirations. Moi, en revanche, j'étais l'autre jumelle, celle qui préférait grimper aux arbres plutôt que lire des livres, qui préférait lancer un ballon de foot plutôt que suivre une autre leçon de piano. Depuis que je peux m'en souvenir, mes parents n'ont jamais caché leurs attentes différentes pour nous. Ils louaient Maddy pour chaque note parfaite qu'elle ramenait à la maison et me grondaient pour chaque note moyenne qui apparaissait sur mon bulletin. Ils parlaient de son avenir en des termes brillants et optimistes, bourse, université prestigieuse, carrière lucrative. Les discussions sur mon avenir, cependant, étaient remplies d'avertissements et d'inquiétudes, comme si ma préférence pour le sport au lieu des études académiques était un problème à corriger. Cette disparité ne se limitait pas aux résultats scolaires ou aux perspectives d'avenir. Elle s'étendait à tous les aspects de nos vies, y compris la manière dont nous célébrions les étapes importantes comme les anniversaires. Chaque année, l'anniversaire de Maddy était un événement grandiose, nos parents organisaient des fêtes élaborées pour elle, invitant tous ses amis de l'école et remplissant notre jardin de ballons, de jeux et de rires. Il y avait des spectacles de magie, ses plats préférés, et un gâteau immense qui semblait toucher le plafond. En revanche, mes anniversaires semblaient être une réflexion tardive. Si ceux de Maddy étaient une symphonie, les miens étaient un solo. Pas d'amis courants dans notre salon, pas de guirlande de mes couleurs préférées, juste un petit dîner en famille et un gâteau qui semblait avoir été acheté à la hâte. Je me souviens du mélange de résignation et d'envie que je ressentais en regardant Maddy souffler ses bougies avec un sourire rayonnant, entouré d'amis et de cadeaux, sachant que ma propre célébration ne serait jamais comparable. La seule personne qui semblait vraiment me voir, me comprendre, c'était ma grand-mère. Elle avait une manière de me faire sentir spécial, d'une manière que mes parents ne faisaient jamais. Chaque fois qu'elle nous rendait visite, elle apportait avec elle une chaleur qui remplissait la maison. Elle me glissait toujours une boîte de mes truffes au chocolat préférées, les cachant dans sa valise jusqu'à ce qu'elle puisse me les donner en privé, loin des regards indifférents de mes parents. « Garde le moral, ma chérie », me murmurait-elle en glissant quelques billets dans ma main. « Achète-toi quelque chose de bien, juste pour toi. » En grandissant, le favoritisme est devenu plus prononcé, se transformant en ce qui ressemblait beaucoup à un abandon émotionnel. Mes parents assistaient à chaque match de soccer de Maddy, l'encourageant bruyamment depuis les gradins, mais ils venaient rarement à mes compétitions d'athlétisme. Et quand ils venaient, ils passaient la plupart de leur temps sur leur téléphone ou à discuter des derniers succès de Maddy avec d'autres parents. Le poids émotionnel était lourd. J'ai commencé à intérioriser leur désapprobation, me sentant comme si je méritais moins d'attention et d'amour que Maddy. Je restais allongé dans mon lit la nuit, écoutant les rires lointains venant de la chambre de Maddy, où elle et ses amis jouaient à des jeux vidéo ou regardaient des films. Pendant ce temps, ma chambre ressemblait à une bulle silencieuse, coupée du reste du monde. Le lycée peut être un champ de bataille ou un terrain de jeu, selon qui vous êtes et ce à quoi ressemble votre contexte familial. Pour moi, c'était plutôt un champ de bataille, un endroit où je devais naviguer non seulement à travers les pressions académiques, mais aussi dans le champ de mine qu'était ma relation avec ma famille, particulièrement avec ma sœur jumelle Maddy. Au fil des années, le fossé entre nous est devenu de plus en plus palpable, étirant jusqu'à son point de rupture le lien fraternel censé exister entre des sœurs. Ce n'était pas seulement le manque d'attention de mes parents qui me blessait, c'était leur critique ouverte de mes centres d'intérêt et de mes loisirs. Je me souviens d'être entré en courant dans la cuisine, impatiente de partager la nouvelle, en pensant que peut-être cet accomplissement me vaudrait enfin une parcelle des éloges habituellement réservés à Maddy. Cependant, la réaction fut froide et méprisante. « Nous préférerions que tu te concentres sur tes études, comme ta sœur, » déclara mon père, à peine levant les yeux de son journal. « Le sport ne t'aidera pas à entrer dans une bonne université. » La frustration d'être constamment comparée et trouvée insuffisante était exaspérante. J'ai argumenté, j'ai essayé d'expliquer à quel point cela comptait pour moi, non seulement comme un passe-temps, mais comme quelque chose qui me rendait vraiment heureuse. La réponse fut sans équivoque. « Pas d'activités extrascolaires tant que tes notes n'atteindront pas nos attentes, » déclara ma mère, mettant fin à la conversation. Je me suis sentie acculée et incomprise. Je me suis réfugié dans ma chambre,
la colère bouillonnant en moi. Le manque de contrôle sur mes propres choix était suffocant. C'était comme si mes désirs et mes passions étaient secondaires par rapport à une image de ce que je devais être, une image minutieusement façonnée par mes parents, sans aucune contribution de ma part. Cette pression parentale n'a fait qu'empirer avec un incident qui, pour eux, était la goutte de trop. Cela s'est passé innocemment. J'avais téléchargé Snapchat pour rester en contact avec mes amis, une activité assez courante pour les adolescents de mon âge. Mais lorsque mes parents ont découvert l'application sur mon téléphone lors d'un de leurs contrôles de routine, ils ont réagi comme si j'avais commis une faute grave. Leur colère était disproportionnée. Ils ont crié, m'accusant d'être secrète et indigne de confiance. « Tu es comme tes amis, à gâcher ta vie avec ces distractions », s'écria ma mère en lançant mon téléphone à travers la pièce. L'écran se brisa contre le mur, les dégâts physiques reflétant la fracture émotionnelle qui se creusait entre nous. En guise de punition, ils ont retiré la porte de ma chambre de ses gonds. Pas d'intimité pour quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, déclara mon père d'un ton grave, en retirant la dernière vis. Je me suis senti exposé et vulnérable, mon espace personnel violé. C'était un rappel brutal de la faible marge de manœuvre que j'avais dans ma propre vie sous leur toit. Mais le véritable préjudice est venu de Maddy, qui a vu cela comme une occasion de se faire davantage bien voir auprès de nos parents. Au lieu de me soutenir, elle s'est rangée de leur côté, ajoutant ses propres accusations aux leurs. Elle cache toujours des choses, disait-elle, me dépeignant sous un jour suspect chaque fois qu'elle le pouvait. Ces paroles étaient comme de l'huile sur le feu, renforçant leur pire perception de moi. La trahison de Maddy ne s'est pas arrêtée à la maison. Elle a emporté son récit mensonger à l'école, répandant des rumeurs et des mensonges sur mon comportement. Elle disait à quiconque voulait l'écouter que j'étais une faiseuse de troubles, que je faisais trop la fête, que j'allais probablement échouer à l'école. Ces paroles, bien que sans fondement, ont eu un impact. Bientôt, j'ai remarqué un changement dans la façon dont mes camarades de classe me traitaient. Les chuchotements me suivaient dans les couloirs. Les amis qui me saluaient avec des sourires n'offraient désormais que des hochements de tête froids ou évitaient carrément mon regard. C'était comme si la version de moi selon Maddy, une caricature déformée et malveillante, remplaçait la vraie moi aux yeux de mes pairs. La situation a atteint un point critique lors d'une dispute particulièrement vive à la maison au sujet de mon supposé manque d'ambition. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur » disaient souvent mes parents. Et pendant cette dispute, ces mots ont fait plus mal que jamais. J'ai répondu en criant, chose que je faisais rarement. Parce que je ne suis pas Maddy. Je ne veux pas être elle. La maison est devenue silencieuse. Mon éclat les avait surpris, et pendant un moment, j'ai vu quelque chose comme de la stupeur sur leur visage. Mais cela s'est vite transformé en colère, et tout espoir qu'ils puissent enfin m'écouter s'est évaporé. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai compris que le fossé entre nous était trop grand pour être comblé. Ma propre famille me voyait comme une étrangère, une aberration dans leur monde parfait. Je suis sorti de la pièce en furie, l'injustice de la situation brûlant dans ma poitrine. Il était clair que peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point je m'efforçais, j'avais toujours tort à leurs yeux. Cette prise de position continuelle en faveur de Maddy l'encourageait encore plus, et elle commença à inventer des récits encore plus élaborés sur mon comportement à l'école. Elle racontait à ses amis et à quiconque voulait l'écouter que j'étais une faiseuse de troubles à la maison, ingrate et rebelle. Ces histoires me dépeignaient comme la méchante de notre drame familial, un récit qui commença à influencer ma vie sociale, affectant mes relations avec mes camarades de classe et mes amis. Le véritable point de rupture arriva lors d'un incident qui non seulement brisa ma relation avec ma famille, mais marqua également le début de mon chemin vers l'indépendance. Cela se passa un jour qui avait commencé comme les autres. J'étais dans la cuisine, me préparant un sandwich, quand Maddy entra. Son attitude était provocante, son regard accusateur. Sans provocation, elle lança une dispute, me reprochant d'avoir utilisé le dernier morceau de pain, sachant parfaitement que nos parents étaient à portée d'oreille. Alors que la dispute s'intensifiait, Maddy fit quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Dans un élan de colère, elle me poussa. La force de sa poussée me prit au dépourvu, me faisant trébucher en arrière contre le comptoir. La douleur était vive et le choc de son agression physique me laissa momentanément stupéfaite. Cette altercation physique marqua un nouveau point bas dans notre relation. Quand nos parents accoururent dans la cuisine, Maddy joua rapidement les victimes, affirmant que je l'avais provoquée et qu'elle s'était simplement défendue. J'essayai d'expliquer, de leur dire qu'elle m'avait poussé en premier, mais mes paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Leurs visages étaient fermés,
leur déception envers moi évidente. L'injustice de la situation était accablante. Non seulement j'avais été physiquement blessé par ma propre sœur, mais en plus, j'étais accusé de l'incident. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre, toujours sans porte, la réalité de ma situation s'imposa à moi. J'étais seul dans une famille qui ne me voyait pas, dans une maison où il n'était pas sûr pour moi de m'exprimer ou même de me défendre. Le mur émotionnel et physique qui s'était construit au fil des années s'était finalement solidifié en une barrière infranchissable. La jalousie de ma sœur atteignit son paroxysme lors de notre 14e anniversaire. Ce jour-là, personne ne se présenta pour son anniversaire, et je n'ai jamais compris pourquoi ses amis lui avaient fait ça. En revanche, mes amis m'emmenèrent manger une glace, et j'eus une journée globalement merveilleuse. Cela mit ma sœur en fureur, et elle chercha à se venger. Ma sœur commença à répandre de fausses rumeurs à l'école, me dépeignant comme une enfant gâtée. Elle allait jusqu'à affirmer que je la maltraitais physiquement à la maison. Puisque nos parents l'aimaient davantage, elle poussa les choses à un niveau troublant en fabriquant des preuves. Elle se frappait elle-même, s'infligeant volontairement des blessures comme un œil au beurre noir ou une épaule contusionnée. Le lendemain, elle arrivait à l'école avec ses blessures auto-infligées, les montrant comme des preuves de ma supposée violence. Elle inventait des histoires, et chaque fois que nos parents lui demandaient d'où venaient ces blessures, elle mentait, affirmant que c'était dû à des activités innocentes comme jouer au football avec ses amis. Ces mensonges et ces soi-disant blessures commencèrent à se répandre, et les gens commencèrent à croire à sa version déformée des faits. Il ne fallut pas longtemps avant que des murmures commencent à circuler, et même mes amis commencèrent à me regarder avec méfiance. Au début, je remarquais des changements subtils. Les amis qui me parlaient joyeusement dans les couloirs devinrent soudainement distants. Les invitations à sortir en groupe se firent rares. Un jour, je trouvai le courage de demander à mon ancienne meilleure amie pourquoi les choses avaient changé entre nous. Elle m'expliqua que ma sœur jumelle avait répandu des rumeurs sur moi, révélant les mensonges détaillés qu'elle avait racontés à tout le monde. J'étais sous le choc en entendant ces paroles, ressentant un mélange d'incrédulité et de trahison. Ma propre sœur, avec qui j'avais grandi, racontait des mensonges à mon sujet, m'accusant de choses que je n'aurais jamais imaginé faire. C'était une trahison qui me coupa profondément, laissant un nœud dans mon estomac et un poids sur mon cœur. Je confrontai ma sœur le lendemain après l'école, mais elle choisit de m'ignorer. Je l'ai suppliée d'arrêter de mentir sur moi, mais elle m'a adressé un sourire narquois et m'a dit que je méritais de pourrir seul. J'étais sans voix, car ses mensonges et son comportement commençaient à me faire peur. Je voulais en parler à mes parents, mais j'avais peur qu'ils croient ma sœur plutôt que moi. L'isolement me faisait mal, surtout parce que j'avais toujours été ouverte à me faire des amis. C'était comme si la jalousie de ma sœur, alimentée par ses mensonges, détruisait les liens que j'avais construits au fil des années. Même les enseignants commencèrent à entendre les rumeurs. C'était une expérience surréaliste, comme si je vivais dans une réalité parallèle où mon vrai moi était éclipsé par l'histoire malveillante inventée par ma propre sœur. Les mensonges avaient dépassé le simple commérage d'adolescents. Ils commençaient à façonner la perception que les autres avaient réellement de moi. La rumeur méchante atteignit rapidement les oreilles du directeur, et mon pire cauchemar se réalisa. Le directeur convoqua immédiatement ma sœur et moi dans son bureau, ainsi que nos parents, afin de discuter de ces rumeurs alléguées. Je m'assis là, le cœur battant, tandis que le directeur exigeait la vérité. J'espérais que ma sœur finirait par avouer, mais au lieu de cela, elle enfonça le clou avec ses mensonges. Elle déclara sans détour au directeur que, oui, les rumeurs étaient vraies et me décrivit comme une harceleuse qui la frappait lorsque nos parents n'étaient pas là. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le choc m'envahit tandis que ma sœur continuait à tisser cette histoire tordue, affirmant que j'étais en colère contre elle parce qu'elle recevait plus d'amour de nos parents. Tout cela n'était qu'un tas de mensonges, mais elle s'accrochait à son histoire comme à une vérité absolue. Ma mère se mit à pleurer en entendant l'histoire de ma sœur, la tenant comme si elle était une sorte de héroïne. Mon père essaya de réconforter ma sœur, lui disant qu'il était courageux de parler, et qu'il s'assurerait que rien ne lui arriverait après ce jour. J'essayai de me défendre, suppliant le directeur en disant que tout cela était inventé. Je me sentais comme si je me noyais dans une mer d'accusations, essayant désespérément de remonter à la surface. Mais ma sœur continua, insistant sur le fait que j'étais une personne en colère et violente, déversant mes frustrations sur elle chaque jour. Les larmes de ma mère coulaient encore, tandis qu'elle tenait ma sœur et me lançait des regards accusateurs. C'était comme se battre contre un mur de croyance en l'histoire inventée de ma sœur. Le directeur me réprimanda sévèrement, affirmant que l'école ne tolérait pas l'intimidation et que cela constituait des motifs de suspension.
Je le suppliai de ne pas me suspendre, mais il secoua la tête, disant qu'il ne pouvait pas laisser passer cela. Je le suppliai encore, les larmes coulant sur mon visage, essayant de lui dire que je n'avais rien fait à ma sœur. Le directeur me dit fermement que je serai suspendu pendant 10 jours, pour que cela serve d'exemple à d'autres afin qu'ils ne harcèlent jamais personne. Le choc me frappa durement et je me mis à pleurer encore plus, le suppliant pratiquement de reconsidérer. Mes parents, en colère et embarrassés par toute cette situation, me traînèrent hors du bureau du directeur. Je ne voulais pas partir. Je voulais défendre ma cause et leur faire comprendre, mais ils ne voulaient rien entendre. Nous avons quitté l'école, mon cœur lourd de frustration et d'humiliation. Quand nous sommes rentrés à la maison, les choses ont pris une tournure radicale. Mon père a commencé à emballer mes affaires sans prévenir. J'étais sous le choc, confuse, et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ma mère lui a demandé ce qu'il faisait, mais il a simplement crié qu'il ne pouvait plus me laisser vivre dans la même maison que ma sœur. Je pleurais, pratiquement à genoux, et suppliais ma sœur de dire la vérité, mais elle est restée froide, insensible à mes émotions. Mon père a continué à emballer mes affaires, puis il a jeté ma valise dans l'entrée. Je me suis accroché aux jambes de mon père, le suppliant encore de ne pas me jeter dehors. C'était comme un cauchemar qui se déroulait sous mes yeux. Il m'a dit qu'une harceleuse comme moi ne méritait pas de vivre dans sa maison et qu'il allait demander à sa mère, ma grand-mère, de venir me chercher si elle le voulait. C'était comme si le monde s'était effondré sous mes pieds. Je suis resté là, sous le choc, entouré de mes affaires éparpillées dans l'entrée, expulsé de ma propre maison. Finalement, ma grand-mère est arrivée. Elle a rassemblé toutes mes affaires et m'a aidé à les mettre dans la voiture, m'aidant à m'installer sur le siège passager. Elle s'est assurée que j'avais ma ceinture attachée avant de se diriger vers la porte de mes parents. Elle a sonné à la porte, et quand mon père a ouvert, elle a commencé à lui crier dessus pour m'avoir traité de cette façon. Avec une détermination ferme, elle l'a averti que si jamais il essayait de me contacter ou de m'approcher à nouveau, elle n'hésiterait pas à impliquer la police ou les services de protection de l'enfance, car ce qu'il avait fait à une enfant comme moi pourrait potentiellement l'envoyer en prison. Ma mère, tentant de rejeter la faute, lui a dit que c'était de ma faute. Cependant, ma grand-mère n'en croyait pas un mot. Elle a tenu bon, me défendant, en insistant sur le fait que j'étais juste une enfant qui ne méritait pas d'être traitée de manière aussi cruelle. C'était la première fois de ma vie que je ressentais à quel point ma grand-mère était puissante. Elle n'a pas cédé face à mes parents et, contrairement à ce qu'ils pensaient, elle me faisait confiance. Finalement, nous sommes partis, laissant derrière nous ma maison, le seul endroit où j'avais grandi. Je ne peux même pas mettre en mots à quel point la douleur était indescriptible à cette époque. Je me souviens seulement d'avoir pleuré sur mon lit, sans manger, malgré les encouragements de ma grand-mère. Je lui ai raconté ce que ma sœur avait fait, et elle était également choquée. Elle m'a assuré qu'elle croyait en mon histoire, et cela m'a réconforté de savoir qu'au moins une personne me soutenait. Quand les 10 jours de suspension ont été levés, la perspective de retourner à l'école ressemblait à un retour dans une fosse aux lions. En entrant dans les couloirs familiers, les visages de mes camarades de classe en disaient long, jugement, chuchotement et regard en coin. Le poids des fausses accusations continuait de planer dans l'air. Pendant ce temps, ma sœur m'ignorait ouvertement, agissant comme si je n'existais pas. Elle s'était liée d'amitié avec quelques personnes qui croyaient à son histoire et la voyaient comme la victime de mes soi-disant attaques. Peu importe combien j'essayais de raconter ma version des faits, personne ne voulait m'écouter. J'étais une paria, marquée d'une étiquette injuste qui me suivait comme une ombre. Peu importe où j'allais en classe, à la cafétéria, dans les couloirs où les regards qui croisaient le mien étaient remplis de mépris et de méfiance. Je suis devenu solitaire. Je gardais la tête baissée, assistais à tous mes cours, déjeunais seul à la cafétéria, puis rentrais directement chez moi. Je n'avais pas d'amis, et il semblait que personne ne voulait vraiment de moi. Pendant tout ce temps, mes parents n'ont jamais pris la peine de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Ma grand-mère me rappelait sans cesse que ce n'était pas de ma faute et que la vie finirait par s'arranger. J'ai obtenu mon diplôme de lycée avec de bonnes notes et attendais avec impatience l'université, espérant y mener une vie meilleure. Ce n'est qu'en allant à l'université que j'ai découvert ce que signifiait la liberté pour la première fois. Personne ne surveillait mes faits et gestes, personne ne comparait mes notes, et personne n'essayait de rivaliser avec moi. J'ai rencontré des gens et formé des amitiés avec des personnes partageant les mêmes idées. Malgré les cicatrices émotionnelles et physiques laissées par ma famille et mes pères, je me suis concentré sur le fait de laisser tout cela derrière moi et de profiter autant que possible de cette expérience universitaire. C'est à ce moment-là que j'ai découvert mon talent pour l'écriture de contenu.
J'avais toujours voulu être écrivaine, mais je n'étais pas sûr que cela soit durable sur le long terme. J'avais donc décidé d'abandonner ce rêve. Cependant, pour économiser un peu d'argent, j'ai commencé à écrire en tant que freelance. Je me suis inscrite sur diverses plateformes de freelance, ce qui m'a permis d'obtenir des contrats avec des clients de renom. Ainsi, j'ai lentement construit un portfolio de mes travaux. Pendant toute la durée de mes études universitaires, j'ai maintenu cette activité annexe et n'ai jamais demandé un centime à mes parents. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, au lieu de chercher un emploi en entreprise, j'ai réalisé que je pouvais poursuivre l'écriture de contenu à temps plein. Grâce aux nombreux clients avec lesquels j'avais établi des relations professionnelles durables, j'ai réussi à développer ma carrière. Ces relations m'ont permis d'être intégré à plusieurs de leurs projets. Avoir une carrière légitime en freelance m'a non seulement rendue financièrement indépendante, mais m'a également permis de voyager à travers le monde en tant que nomade numérique. Voyager m'a aidé à guérir de mon passé, même si cela n'a pas été facile. J'ai économisé autant que possible et pris un pari sur moi-même. Au fil des années, j'ai vu une grande partie du monde, et pourtant, il m'en reste encore tellement à découvrir. La seule personne que je considérais comme ma famille pendant tout ce temps était ma grand-mère, que j'adorais profondément. Elle était très triste lorsque j'ai quitté la maison, mais elle comprenait que j'avais besoin d'être indépendante. Malgré mon emploi du temps chargé, je faisais toujours en sorte d'être présente pour elle chaque fois que je le pouvais. Je lui rendais visite les week-ends, partageant souvent des repas ou simplement assise sur le porche à discuter, que ce soit des souvenirs d'enfance ou des événements récents. Les week-ends, je consacrais des après-midi entiers à l'aider dans les tâches ménagères ou à l'accompagner au parc pour une promenade tranquille. Récemment, j'ai terminé l'un des projets les plus importants de ma carrière. Je ne peux pas mentionner la marque, mais j'ai eu la chance incroyable d'écrire des blogs et des descriptions de produits pour eux. Après avoir terminé le projet, j'ai demandé à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé de laisser des avis positifs sur mes sites web, ce qu'ils ont été ravis de faire. J'ai pris des captures d'écran de certains de leurs avis et les ai publiés sur mon Instagram, sachant que travailler avec cette marque était un grand accomplissement. Comme prévu, de nombreux autres rédacteurs de contenu m'ont félicité pour mon succès professionnel et ont même partagé mon histoire pour aider à la diffuser. C'est ainsi que j'ai commencé à recevoir des messages d'étrangers ayant également besoin d'aide pour leur site web. Mes proches ont aussi remarqué cela, et certains m'ont contacté pour me féliciter. Finalement, le directeur de mon université m'a contacté. Après avoir vu que je réussissais si bien, il souhaitait que je vienne à l'université pour un séminaire afin de parler aux étudiants de la construction d'une carrière en tant que rédactrice de contenu. J'étais assez nerveuse, car je ne suis pas à l'aise avec la prise de parole en public, mais j'ai décidé de tenter ma chance et j'ai accepté. Lorsque je me suis retrouvé face à des visages curieux, partageant mes expériences et mes idées, j'ai eu l'impression que ma vie avait bouclé la boucle. J'ai parlé dans mon discours des luttes que j'ai affrontées et de la manière dont j'ai travaillé dur pour subvenir à mes besoins malgré les jours difficiles. C'était une expérience très enrichissante de pouvoir inspirer les autres et contribuer à la croissance de la communauté des rédacteurs. Certains extraits de mon discours sont devenus viraux sur des groupes Facebook, touchant les gens qui s'y reconnaissaient. Cela faisait du bien d'être enfin reconnu pour mon travail acharné. La semaine dernière, j'ai été invité à parler sur une chaîne de télévision locale. L'émission portait sur les avantages de l'écriture de contenu, et ils m'ont invité à partager mon parcours et mes idées avec leurs téléspectateurs. Pendant l'émission, j'ai parlé de mes expériences, de l'importance des avis des clients et de la manière dont une simple publication d'appréciation pouvait ouvrir des portes à des opportunités incroyables. Cette opportunité de toucher un public plus large et d'inspirer davantage de personnes dans ce domaine était à la fois humiliante et exaltante. Quand l'émission a été diffusée, j'ai partagé certains de ces extraits sur mon Instagram, fier d'avoir été invité à une émission télévisée. C'est ainsi que mes proches et cousins ont commencé à découvrir à quel point je réussissais dans ma carrière. Vous voyez, comme mes parents ne parlaient jamais de moi à personne, ils n'avaient aucune idée que je travaillais avec des marques populaires et que j'étais invité à des émissions télévisées. C'est ainsi que la nouvelle s'est rapidement répandue dans ma famille. Je suppose que cette interview télévisée a finalement atteint mes parents, car seulement quelques jours après, alors que je travaillais sur un autre projet, j'avais mis mon téléphone en mode silencieux. Une fois mon travail terminé, j'ai vérifié mon téléphone et, à ma grande surprise, il y avait 6 appels manqués de ma mère. J'étais honnêtement choqué de voir son nom apparaître sur mon écran, car cela faisait très longtemps qu'elle ne m'avait pas appelé. Après toutes ces années de silence, je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle me contactait. Hésitante, je l'ai rappelée, et elle a décroché immédiatement.
Je lui ai demandé si tout allait bien, et ma mère a commencé à me féliciter. Mon père, probablement assis juste à côté d'elle, a également pris part à la conversation. Il a commencé à s'informer sur ma vie et ma situation. Je répondais à leurs questions sans trop y réfléchir, jusqu'à ce qu'ils commencent à me demander combien je gagnais ces derniers temps. Je leur ai dit que cela ne les concernait pas, mais mon père a répliqué que nous étions une famille et que je ne devais pas être timide à ce sujet. Je leur ai simplement dit que je m'en sortais bien financièrement. À ces mots, ma mère a commencé à parler des difficultés de leur vie actuelle, et mes sourcils se sont froncés de suspicion. Voici comment notre conversation s'est déroulée. Maman, nous sommes maintenant à la retraite, et nous voulons rénover la maison depuis un certain temps. Elle n'est pas en bon état, mais nous n'avons plus d'économie. Moi, d'accord, maman. Maman, ton succès nous a donné de l'espoir. Après avoir regardé ton interview à la télévision aujourd'hui, nous avons pensé que peut-être tu pourrais nous aider en payant pour les rénovations. Papa, après tout, nous sommes une famille, tu ne devrais pas hésiter à partager une partie de tes revenus avec nous. Maman, nous avons vraiment besoin de ton aide. Moi, vous plaisantez? Pourquoi me demandez-vous de l'argent alors que vous n'avez même pas parlé avec moi depuis des années? Je ne sais pas ce qui vous a poussé à me contacter, et bien que j'apprécie vos félicitations, je ne vais pas vous aider de quelque manière que ce soit. À ces mots, ma mère a commencé à dire que j'étais une ingrate et que je devais soutenir ma famille. Mon père a ajouté qu'en tant que parent, il méritait d'être pris en charge et que c'était le minimum que je pouvais faire. J'étais tellement en colère que je voulais leur dire ce que je pensais vraiment. Soudain, une idée m'est venue, au lieu de simplement argumenter avec eux, je devrais leur donner une leçon pour toujours, les faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas profiter de moi après m'avoir maltraité pendant tant d'années. Je leur ai dit que j'étais prête à les aider, mais uniquement s'ils acceptaient mes conditions. Mon père, intrigué, m'a demandé quelles étaient ces conditions. Sans hésitation, j'ai énoncé ma demande. S'il voulait mon aide, il devait admettre publiquement, devant notre famille et nos amis, que ma sœur était la maîtresse d'œuvre des rumeurs blessantes qui avaient terni ma réputation. Je voulais qu'il humilie ma sœur de la même manière qu'il m'avait humilié devant tout le monde en croyant à ses mensonges et manipulations. Je voulais qu'ils prennent leurs responsabilités pour leurs actions et reconnaissent la douleur qu'ils m'avaient causée. En entendant ma condition impossible, mon père a commencé à remettre en question la nécessité d'une telle admission. Ma mère m'a dit que tout cela était inutile et que nous pourrions avoir une discussion privée sans impliquer les autres, mais je suis resté ferme. Cette condition était non négociable et un préalable à toute aide que je pourrais leur offrir à l'avenir. Alors que la tension montait, mon père a haussé la voix, affirmant son rôle de père et insistant sur le fait que c'était mon devoir d'aider ma famille dans le besoin. Ma mère, dans une ultime tentative, m'a supplié de faire ce qu'elle considérait comme juste et de les aider, en soulignant les années qu'ils avaient passées à m'élever. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ironique le rappel soudain. Je leur ai rappelé le passé, le fait qu'ils m'avaient mis à la porte et que c'était ma grand-mère qui m'avait élevé, pas eux. Ils ont commencé à s'agiter de plus en plus, mais je leur ai dit fermement que s'ils voulaient établir un contact avec moi et chercher mon aide financière à l'avenir, alors la vérité devait être reconnue publiquement et ma sœur devait faire face aux conséquences de ses actes. Depuis cette conversation, mes parents n'arrêtent pas de m'appeler, mais j'ignore leurs appels. Je commence à regretter de les avoir rappelés ce jour-là. J'aimerais savoir si je serais vraiment en tort si je ne les aidais pas du tout. Mise à jour 1, cette semaine a été mouvementée depuis mon dernier partage, et le soutien et les encouragements que j'ai reçus de tout le monde ont été écrasantes. Cela réchauffe le cœur de savoir que je ne suis pas seul. Pendant ce temps, je suis heureuse que tout le monde soit d'accord sur le fait que je ne devrais pas m'engager avec mes parents ni même envisager de les aider après ce qu'ils m'ont fait traverser. La raison pour laquelle je leur ai donné une telle condition est que je savais que c'était presque impossible pour eux de l'accepter. Je sais qu'ils aiment trop ma sœur, et même s'ils ont peut-être découvert maintenant que tout était basé sur ces mensonges, je sais qu'ils ne lui feront jamais subir ce qu'ils m'ont fait subir. Aujourd'hui, ma sœur m'a envoyé un message désagréable après que mes parents aient encore essayé de me contacter et que j'ai refusé de répondre à leurs appels. Voici ce qu'elle m'a écrit. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu, et je peux te dire que chaque jour sans toi dans ma vie a été merveilleux. J'ai entendu que maman et papa t'ont contacté et que tu leur as donné un ultimatum insensé. Ils ne feront jamais ce que tu demandes, tu le sais, n'est-ce pas? Ils ne t'ont jamais aimé et ne feront jamais rien pour me blesser. J'admets que j'ai menti à ton sujet il y a 15 ans, mais cela remonte à très longtemps. Alors, arrête d'être égoïste et essaie de tourner la page. Tu n'es ni marié ni mère,
alors pourquoi ne pas les aider en payant pour leur réparation et rénovation de la maison? Fais ce qui est juste et deviens une meilleure fille. Voir ce message m'a donné l'impression d'un coup de poignard dans la poitrine. L'audace de rejeter les luttes que j'avais endurées et les conditions que j'avais fixées en disait long sur son manque d'empathie. L'effort pour me culpabiliser en insistant sur mon statut de célibataire sans enfant ajoutait une couche supplémentaire d'insensibilité. Son insinuation selon laquelle je devrais prioriser leurs besoins au détriment de mon bien-être était non seulement offensante, mais révélait aussi à quel point elle me méprisait. Motivé par la frustration et un fort désir de justice, j'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main et de révéler la vérité qui avait été cachée trop longtemps. Je me suis assise pour écrire un courriel à mes parents et proches, partageant les détails douloureux de mon enfance et le traitement injuste que j'avais subi en grandissant dans la maison familiale. Dans ce courriel, j'ai décrit l'environnement strict et oppressif sous le toit de mes parents, et comment ils m'avaient traité comparé à ma sœur jumelle. Le courriel abordait également les rumeurs malveillantes et totalement fausses que ma sœur avait répandues à mon sujet à l'école, ce qui avait entraîné de graves conséquences et affecté ma réputation. J'ai écrit comment mes parents m'avaient mise à la porte et comment, sans ma grand-mère, je serais peut-être morte dans la rue aujourd'hui. Vers la fin, j'ai demandé à tout le monde de lire un message que ma sœur m'avait envoyé, en y joignant une capture d'écran où elle admettait avoir menti à mon sujet. C'était une confession claire qui, j'espérais, exposerait les mensonges qui avaient perduré trop longtemps. J'ai envoyé le courriel il y a 1 heure, et je sais que l'enfer va se déchaîner une fois que mes parents et ma sœur le liront. Je vous tiendrai au courant des réactions de ma famille. Mise à jour 2, cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées ce mois-ci. Comme vous pouvez l'imaginer, ma famille a explosé après avoir reçu le courriel. Mes parents ont été critiqués par des proches qui ignoraient jusqu'ici l'étendue du favoritisme et des abus émotionnels. Beaucoup de membres de la famille m'ont contacté, disant qu'ils n'avaient aucune idée de tout cela, et m'ont présenté des excuses pour ne pas avoir été là pour moi. Ma sœur et mes parents m'ont envoyé une avalanche de messages qui devenaient de plus en plus abusifs et violents, alors j'ai décidé de contacter un avocat, qui leur a envoyé un avis de cessation et d'abstention. Cela les avertissait de ne plus me contacter, sous peine de lourdes conséquences légales. Je suppose que cela les a effrayés, car ils ont cessé de me contacter. Ma grand-mère pense que j'ai fait ce qu'il fallait en dévoilant la vérité, et elle me soutient à 100%. Elle est la seule personne qui compte pour moi, et je suis heureuse de l'avoir à mes côtés. Mise à jour 3, cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Je suis heureuse d'annoncer que tout va bien dans ma vie pour le moment. Professionnellement, mon activité de rédactrice de contenu est en plein essor. Les invitations à intervenir dans des séminaires et des podcasts continuent d'affluer, solidifiant ma position en tant que figure respectée dans mon domaine. Je suis aussi proche de ma grand-mère que jamais. J'ai récemment pris 1 semaine de congé pour passer du temps de qualité avec elle. Elle s'intéresse au jardinage ces temps-ci et m'a beaucoup appris sur diverses fleurs et herbes de son jardin. Les moments passés avec elle, qu'il s'agisse de partager des repas, d'avoir des conversations profondes ou simplement de profiter de sa compagnie, sont mes souvenirs les plus précieux. Ma famille ne m'a pas contacté depuis la lettre de mon avocat, et je suis heureuse qu'il me laisse tranquille. Sur le plan personnel, j'ai commencé une thérapie, et j'espère que cela m'aidera à travailler sur ma guérison. Je pense que c'est ma dernière mise à jour pour le moment.